L'ordre du jour appelle le débat Veolia-Suez. Quel rôle doit jouer l'État stratège pour protéger notre patrimoine industriel? Demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. La parole est tout d'abord aux orateurs du groupe qui ont demandé ce débat. Monsieur Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain. C'est gentil. Ça monte? Non, ça monte. Voilà. C'est les yeux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui a pour vocation d'éclairer le rôle que doit jouer l'État dans la définition de notre politique industrielle. Cette question centrale en temps normal devient essentielle en temps de crise, car depuis un an, l'épidémie de Covid-19 agit comme un révélateur des failles de notre société. Les fragilités de notre modèle industriel sont apparues en pleine lumière quand il a fallu faire face à des pénuries de produits, de matériel qui pouvaient seuls, à l'époque, nous permettre de lutter contre la maladie. L'épreuve que nous traversons a néanmoins un intérêt. Elle remet enfin au centre du débat public la question de la reconquête industrielle. C'est donc notre conception de la souveraineté nationale dans ce domaine qui est interrogée. Pour illustrer ces thèmes, il est apparu au groupe socialiste, écologiste, républicain, que j'ai l'honneur de présider, que ce qu'on peut bien légitimement qualifier d'affaire Veolia-Suez était une clé d'entrée pertinente. Le 30 août dernier, Veolia, numéro 1 français de la gestion de l'eau et des déchets, annonce son intention de racheter le numéro 2, son concurrent historique Suez. En se portant candidat à l'acquisition des parts qu'Engie avait annoncé céder. Depuis, nous suivons les différents aléas d'une OPA qui n'avait d'amical manifestement que le nom et qui a fini par assumer franchement son caractère hostile. Soit, on pourrait y voir le déroulement normal d'une opération économique entre deux grands groupes industriels. On pourrait accepter l'état de fait et se dire que c'est une situation classique dans une économie de marché mondialisée, mais peut-être dans sa pire acception, c'est-à-dire une économie mondialisée mais non régulée. Or, nous ne sommes pas prêts à accepter ce qui se déroule depuis plusieurs mois pour deux raisons. La première concerne le rôle de l'État. La seconde touche aux conséquences qui pourraient découler de cette affaire. Depuis le départ, je vous le dis franchement, Monsieur le Ministre, la position de l'État n'est pas claire. La rapidité de l'offensive faite par Veolia interroge. Vous me répondrez que vous avez œuvré pour qu'un délai supplémentaire soit accordé pour que Suez puisse soumettre une offre alternative, certes, mais objectivement, un délai de 5 jours, c'était bien court. Vous me direz également que les représentants de l'État se sont opposés à la cession des parts d'Engie à Veolia, mais leur vote, finalement, n'a été que symbolique. Tant les autres partis en présence, qui auraient pu rejoindre la position de l'État, ont fait basculer très opportunément le vote final en s'abstenant ou en quittant la salle. Pouvez-vous accepter un tel camouflet? Aujourd'hui, Veolia détient 29,9% des parts de Suez. Encore récemment, la proposition des dirigeants de Suez, en date du 21 mars, a été rejetée par Veolia et la voix de l'État n'a pas été entendue, alors que cela aurait pu aboutir au rapprochement amical que vous appelez de vos voeux. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres que mes collègues sénateurs et sénatrices porteront, l'action de l'État nous interroge. Elle me semble bien timide et n'a pas, pour l'heure, eu de résultat. Si vous ne représentiez qu'un actionnaire privé, Monsieur le Ministre, les marchés vous auriez sanctionné, constatant la faible efficacité de votre action et le manque de rentabilité du travail donné. Mais vous n'êtes pas un actionnaire comme les autres. Vous représentez l'intérêt général. Or, les conséquences pour l'intérêt général sont bien réelles. Vous les connaissez, car vous-même, le 29 septembre 2020, dans une interview, vous avez défini à juste titre les 4 conditions préalables à tout rachat. Je vous les rappelle, je nous les rappelle. Protection de l'emploi, protection de l'empreinte industrielle, une offre à majorité française et une offre amicale. À ce stade, nous constatons que ces conditions ne sont pas remplies. À ce stade, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des garanties, que ce soit envers la représentation nationale, mais également, et c'est peut-être plus grave, envers les salariés concernés. Comment pouvons-nous garantir que cette OPA n'entraîne pas des conséquences sociales, environnementales et territoriales qui impacteraient durablement notre pays? Comment pouvez-vous nous garantir, Monsieur le Ministre, que les collectivités locales, qui sont extrêmement sensibles à cette affaire, entre guillemets, Veolia-Suez,
verront leur intérêt préservé et, au travers de leur intérêt, l'intérêt des concitoyens de ces collectivités locales. Comment pouvez-vous nous garantir que la compétitivité d'un nouveau groupe d'une telle taille ne soit pas fortement menacée ? Comment pouvez-vous nous garantir que cela ne favorisera pas l'apparition d'acteurs entre guillemets « low cost », moins-disants socialement ? Conclusion, Monsieur le Ministre, nous voulons aujourd'hui vous entendre sur des choix politiques qui découlent d'un laisser-faire, selon nous, dommageable, des choix qui n'incarneraient plus l'intérêt général, des choix qui remettent en cause finalement une véritable politique industrielle. En tout cas, nous pensons que cette politique industrielle, aujourd'hui, doit être réinventée, notamment au regard de la crise. Monsieur le ministre, en cette période si particulière, le choix n'est pas entre moins d'État et mieux d'État, mais à la reconstruction d'un État stratège en matière industrielle. Merci pour les réponses que vous allez bien nous apporter dans quelques instants. Merci, chers collègues. La parole est à Hervé Gillet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'OPA se voulait amicale, mais les hostilités ne cessent dans un contexte pandémique, provoquant des incertitudes financières. Était-il vraiment opportun pour le groupe Engie de vendre ses participations dans Suez ? Le gouvernement a, semble-t-il, désapprouvé dans un premier temps, alors que la Caisse de dépôt et de consignation a salué, par la voix de son directeur général, cette OPA amicale, rompant avec sa neutralité classique. Faut-il le rappeler ? La CDC pèse 10% des droits de vote au sein de Veolia, mais néanmoins, son conseil de surveillance n'a pas donné son avis sur cette opération. Toujours est-il que les 18 € d'offre d'achat initiale sont désormais le niveau des actions de Suez, ce qui laisse rêveur sur les dernières spéculations. Du fait de l'ampleur de cette OPA, la Commission européenne à la concurrence est désormais saisie en relation avec notre haute autorité, car il s'agit bien d'interroger les effets collatéraux, notamment sur le marché français. Collectivités locales et territoriales, syndicats, régies sont désormais dans une incertitude sur les évolutions et les dévolutions du marché. La séquence interroge de nombreux décideurs. Elle crée sans aucun doute un appel d'air sans précédent pour les concurrents intermédiaires, soucieux de peser davantage et dans l'attente de cessions d'actifs imposées par les autorités. Difficile de percevoir le véritable projet industriel de Veolia. Nos auditions dans le cadre d'un comité de suivi n'ont pas permis, en l'état, de mettre en évidence un risque concurrentiel des opérateurs chinois, encore moins sur le marché français qu'à l'international. À l'inverse, la séquence va renforcer la financiarisation des deux opérateurs, alors qu'il faudrait un ancrage actionnarial avec une vision à long terme. Le risque de fonds activistes et purement spéculatif est réel et inquiétant. Engie aurait pu développer des coopérations industrielles, mariant des compétences énergétiques et environnementales, en travaillant sur la numérisation des données dans une approche de Smart City très attendue. Le groupe a préféré vendre, stratégie peut-être plus politique qu'industrielle. Quelles seront les incidences sur l'ensemble des usagers, sur les collectivités locales et territoriales et les syndicats ? Prenons un exemple avec les concentrations actuelles. En remportant la délégation du service public pour la gestion de l'ensemble des incinérateurs de la métropole bordelaise, Veolia a implicitement créé un différentiel de prix conséquent entre la métropole et le reste du département, dans un marché captif du fait de l'absence de concurrence. À l'heure des coopérations territoriales, voici un exemple provoquant. Suez, aujourd'hui, multiplie les projets de cession. Veolia y voit une volonté d'amplifier les dividendes pour consolider sa majorité et sa gouvernance dans la tempête actuelle. Ni les usagers, ni les collectivités, ni les salariés en seront les gagnants. Il faut siffler la mi-temps, mais comment finir le match ? Monsieur le ministre, le voulez-vous ? En avez-vous les moyens ? Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est désormais à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la position de l'État sur le sujet de Veolia et de Suez a été constante
Nous souhaitons que cette opération se fasse dans un cadre amiable. Nous refusons que le conflit l'emporte sur le dialogue et nous refusons la guerre de tous contre tous qui ne fera que des perdants. L'État avait fixé des conditions, pour répondre à la question de Patrick Kanner, pour décider de soutenir ou non la cession par Engie de sa participation dans Suez à Veolia, puisque l'État est actionnaire d'Engie, mais je le rappelle, actionnaire minoritaire. La pérennité de l'emploi, qui est évidemment un sujet majeur, la logique industrielle, la préservation d'une offre concurrentielle qui est essentielle pour les collectivités locales auxquelles vous êtes évidemment particulièrement attachés, et enfin l'intérêt patrimonial, l'État étant actionnaire d'Engie. Veolia avait pris un certain nombre d'engagements sur ces points, notamment sur l'emploi, sur l'investissement, sur le maintien de la recherche et du développement en France. Mais j'ai toujours été très clair, je le rappelle, sur le fait que cette opération devait être amicale, c'est-à-dire acceptée par le conseil d'administration de Suez et par l'ensemble des parties prenantes. Dans cette affaire, j'ai pris, monsieur le sénateur, mes responsabilités. Dès lors que cette offre n'était pas acceptée par le conseil d'administration de Suez, j'ai demandé que le représentant de l'État au conseil d'administration d'Engie vote contre la cession des participations d'Engie dans Suez. Nous n'avons pas été suivis par le reste du conseil. J'ai dit que je le regrettais, mais je rappelle que nous ne sommes pas majoritaires dans ce conseil d'administration. Cela d'ailleurs pose un certain nombre de questions sur la participation de l'État dans certaines entreprises et sur le fait que finalement elle se retrouve juge et partie. Je suis heureux d'entendre dire que dans certains cas, effectivement, moi je considère que l'État ferait mieux de défendre l'intérêt général en dehors des entreprises plutôt que l'intérêt général dans les entreprises, sauf pour des services publics ou certaines entreprises stratégiques. C'est ma position constante depuis 4 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, et cette affaire n'a fait que me conforter dans cette conviction que l'État a sa place dans des grands services publics, dans quelques entreprises stratégiques, mais pour le reste, il se retrouve très vite juge et partie, c'est-à-dire à la fois devant défendre son intérêt patrimonial et puis dans le même temps devant défendre l'intérêt général. Et il se retrouve déchiré entre deux obligations qui sont contradictoires. La meilleure façon de trancher ce nœud, qui est un nœud gordien, c'est d'accepter que l'État se retire ses participations d'entreprises qui ne sont pas stratégiques. Ça n'empêche pas, bien au contraire, l'État de jouer un rôle important dans notre économie et dans l'industrie. Et ce que cette crise économique a montré, c'est que nous avions besoin d'un État fort et responsable dans le domaine économique pour fixer des orientations, garantir l'attractivité de notre territoire, faciliter le financement de l'innovation, de la recherche qui fera la puissance de la nation française et de l'Europe au XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, je tire 4 leçons de cette crise actuelle dans la définition de la place de l'État dans l'économie. La première, c'est que la première responsabilité de l'État, c'est tout simplement de faire en sorte que la nation soit attractive pour les investisseurs étrangers dont dépendent beaucoup d'emplois. Toutes les décisions que nous avons prises sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur la baisse de l'impôt de production qui est indispensable pour l'attractivité industrielle du pays, tous ces choix que nous avons faits avec le président de la République depuis 2017 nous ont tout simplement permis de devenir la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. C'est un beau résultat, c'est la responsabilité de l'État, et c'est à lui et à lui seul qu'incombe la responsabilité de rendre la nation française attractive. C'est sa première responsabilité. Sa deuxième fonction, vitale au lendemain de cette crise, où les innovations technologiques vont s'accélérer, c'est de financer les investissements dans l'innovation, c'est de faire le choix des innovations de rupture, c'est de soutenir sans cesse l'investissement et toujours plus d'investissement. De ce point de vue-là, le maintien du crédit d'impôt recherche, le soutien à la recherche fondamentale, l'identification des chaînes de valeur que nous avons faites. Évidemment, nous ne sommes plus dans les années 60, donc cette identification des chaînes de valeur, elle n'est pas venue d'en haut, elle est venue des chercheurs, elle est venue des industriels, elle est venue des économistes, elle est venue de ceux qui sont au plus près du terrain et des attentes des consommateurs, nous ont permis de définir un certain nombre de nouvelles chaînes de valeur sur lesquelles la France va investir. L'hydrogène, le calcul quantique,
les biotechnologies, l'agroalimentaire, les batteries électriques pour qu'on garde toute la valeur de la production de véhicules électriques en France plutôt que de la laisser partir à l'étranger, en Asie ou ailleurs. C'est pour moi la deuxième fonction essentielle, encourager l'innovation, soutenir l'investissement. La troisième, c'est de défendre un modèle social auquel nous sommes attachés, une singularité française qui s'appelle les services publics. Les services publics sont une fierté française. Avoir un grand service public ferroviaire, c'est une fierté française. Avoir un grand service public de l'électricité avec EDF, c'est une fierté française. Et arrêtons de considérer que ces services publics pourraient être un poids dans notre nation. Je considère au contraire qu'ils sont un atout, un facteur d'attractivité et un garant d'efficacité en la matière. De ce point de vue-là, cela justifie que nous ayons déployé plus de 4,5 milliards d'euros dans le plan de relance pour la SNCF, et je pense que c'est un bon investissement, et cela justifie que nous négocions pied à pied avec la Commission européenne une réforme d'EDF qui maintienne l'unité de cette grande entreprise énergéticienne qu'est EDF. Et je veux le dire à cette tribune avec beaucoup de force, nous refuserons tout démantèlement d'EDF, nous voulons transformer EDF pour qu'elle investisse davantage, notamment dans les énergies renouvelables, et cela peut se faire en maintenant l'unité du groupe. C'est en tout cas, avec le Président de la République, notre ambition. Enfin, la quatrième responsabilité de l'État, c'est évidemment de protéger. Protéger nos technologies, protéger nos savoir-faire, protéger notre indépendance. Enfin, ne soyons pas naïfs sur le monde dans lequel nous entrons. Les investissements sont parfois des investissements de pillage et pas des investissements de développement. Les investissements de développement sont les bienvenus en France. Les investissements qui créent des emplois sur notre territoire sont les bienvenus en France. Les investissements qui permettent de développer nos entreprises, d'accroître l'activité sur les territoires sont les bienvenus en France. Mais les investissements de court terme, qui consistent uniquement à s'intéresser à une technologie dans une PME ou dans une ETI française, pour s'approprier ce savoir-faire, cette technologie, et ensuite se retirer au bout de quelques mois ou de quelques années, ces investissements ne sont pas les bienvenus, ce sont des investissements de pillage, et nous les refusons. Nous avons, à 275 reprises en 2020, utilisé le décret sur les investissements étrangers en France, précisément pour stopper ces investissements de pillage et protéger nos technologies. Je me réjouis que l'Union européenne, à son tour, ait pris conscience de cette nécessité et avancé dans cette voie-là. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, l'idée que nous nous faisons de l'État dans l'économie. Il a un rôle essentiel à jouer, mais il doit être clairement défini. Créer un environnement favorable à l'investissement, encourager l'innovation, préserver nos services publics, protéger nos technologies de pointe. Voilà ce à quoi je m'attache depuis près de 4 ans. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, nous allons entamer le débat. Et je rappelle la règle dans la suite du débat. Chaque orateur ou oratrice dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente de 2 minutes. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires, à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Nous allons donc entamer le débat et je passe tout de suite la parole à Madame Florence Blatrix-Contat du groupe socialiste pour poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis août 2020, les salariés des entités filiales de Suez et de Veolia sont inquiets pour leur avenir. Les clients, usagers et autres contractants de ces groupes le sont tout autant. C'est le cas des collectivités territoriales dont nous sommes les représentants. Dans les fonctions qui sont les nôtres de parlementaires nationaux, en charge notamment du contrôle des autorités exécutives, beaucoup de questions demeurent en suspens sur l'attention et l'action des pouvoirs publics et de l'État actionnaire. Nous avons constitué au Sénat un groupe de suivi de ce projet de fusion auquel j'ai l'honneur de participer. J'aimerais aujourd'hui, Monsieur le Ministre, regarder avec vous, non pas vers le passé, mais vers l'avenir de ces deux groupes. Nous avons deux groupes issus chacun d'une longue et prestigieuse histoire qui sont particulièrement performants en France, en Europe et dans le monde. Ils sont présents l'un et l'autre dans des activités qui sont à maturité sur le marché français et doivent, pour se développer et rester compétitifs, pouvoir bénéficier de la dynamique du marché mondial.
Le risque est grand pour l'entité dont les activités seraient principalement circonscrites en France de voir sa pérennité à terme remise en cause. Quel avenir en cas de fusion pour la part de ces activités jugées moins stratégiques et cédées ? Même si elles échappaient à la vente à la découpe, quelle dynamique interne auront-elles coupé des activités avec lesquelles elles développaient des synergies ? Depuis la fin de l'été 2020, l'annonce de la vente des parts d'Engie dans Suez s'est suivie de déclarations parfois discordantes de l'État. Quelle était réellement alors la stratégie de l'État actionnaire et de son levier opérationnel qu'est l'Agence des participations de l'État ? L'APE a-t-elle fait connaître à Engie des demandes particulières en termes de dividendes ou de valorisation boursière ? Et comment l'État actionnaire entend-il désormais agir pour réussir sa médiation et assurer le développement à l'international et en France de groupes français performants, efficaces, dans un service essentiel à nos concitoyens ? Merci. Monsieur le ministre. Oui, Madame la sénatrice, merci de vous tourner d'abord vers l'avenir, parce que je pense que c'est la bonne méthode. Ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Mieux vaut essayer de voir ce qui peut être reconstruit à l'avenir. Ma conviction reste la même. Aujourd'hui, il y a deux voies possibles dans les semaines et dans les mois qui viennent. Soit les deux entreprises, qui sont deux entreprises, je le rappelle, privées, poursuivent dans la logique de l'affrontement. Et je considère que cela fera beaucoup de dégâts inutiles. Encore plus inutiles dans cette période de crise économique où les acteurs français doivent se rassembler. Et j'appelle chacun à faire preuve de sens des responsabilités. Deux grands industriels français, dans cette période de crise économique, doivent trouver un terrain d'entente et ne doivent pas céder à la facilité du conflit. Est-ce qu'il y a ensuite des possibilités d'accord sur les bases que vous indiquez ? Oui, ma réponse est oui et 3 fois oui. Il y a des possibilités de maintenir deux grandes entreprises industrielles, de répartir les actifs entre les uns et les autres. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites de part et d'autre. Je souhaite que ces mains tendues de part et d'autre soient saisies, qu'on arrive à définir le périmètre de Veolia, le périmètre de Suez, que les acteurs s'entendent et qu'ils trouvent un accord à l'amiable. C'est hautement préférable. Les données sont sur la table. Le choix appartient maintenant aux dirigeants de Veolia comme aux dirigeants de Suez. Je pense qu'il serait bon que sortent de nos débats, quelles que soient nos divergences sur des points ou sur d'autres points, un message simple et clair à destination de ces deux entreprises. Nous voulons la voie de l'accord et nous refusons la voie du conflit. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, vous disposez de 32 secondes, si vous voulez répondre. Merci, Monsieur le ministre. En effet, je pense qu'il faut qu'une solution soit trouvée. Il ne faut surtout pas oublier que de nombreuses fusions se soldent par un échec. Environ 60% des cas, ce sera un terrible gâchis, alors que nous disposons actuellement de deux champions. Et la richesse des entreprises, leur vrai capital, est aussi constituée des hommes, des femmes qui tous les jours s'y consacrent. Et mon vœu le plus cher aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est que toutes celles et tous ceux qui font aujourd'hui la richesse de Suez et de Veolia ne soient pas abandonnés pour une chimère. Merci, chers collègues. La parole à notre collègue Sophie Primas pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence cet après-midi. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, quelques mots quand même sur le lait renversé. Je ne veux pas et je ne peux pas croire un instant que le sort de Veolia et de Suez, deux pépites françaises de surface mondiale, fussent-elles des entreprises privées, ait été indifférent dans les dernières années aux présidents, et je mets les présidents au pluriel, à leurs conseillers économiques ou au gouvernement. Que penser ? Soit que le gouvernement ne nous a pas fait part des orientations définies qu'il souhaitait pour ces deux groupes, soit, et c'est pire, que l'État n'a pas su jouer son rôle et insister auprès de Veolia et, comme l'a dit le président Caner, auprès d'Engie pour permettre l'émergence d'offres alternatives. La précipitation des acteurs, vous l'avez dit, la contradiction apparente au sein même de l'État n'ont pas permis de prendre ce recul. Et quelle destruction de valeur en seulement quelques semaines. Aujourd'hui, les lignes bougent et en creux, une négociation semble s'amorcer, peut-être à votre initiative d'ailleurs, autour de deux projets qui ont émergé ces derniers jours. Mais en amputant Suez de ses activités à l'international, ce qui est pour l'instant l'offre de Veolia, nous pensons ici au Sénat que c'est de son potentiel d'innovation dans le futur dont Suez sera privé, à son détriment, au détriment des collectivités territoriales. Et comme votre politique est de permettre l'investissement, l'investissement et l'investissement, vous l'avez rappelé,
vous devez avoir un rôle dans ces négociations. Car il s'agit en fait de protéger des compétitivités de services qui sont des services stratégiques, les services de l'environnement. On ne peut pas, Monsieur le Ministre, convoquer la Convention citoyenne. On ne peut pas produire un projet de loi climat-résilience et, pardonnez-moi l'expression, accepter un bazar pareil entre deux entreprises majeures, stratégiques de l'environnement. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Il existe encore une fenêtre d'opportunité jusqu'au 20 avril par une médiation de l'État. Comment vos services sont-ils mobilisés pour faire aboutir une solution qui soit concertée, qui soit ambitieuse, qui soit pérenne? Car vous avez raison, l'important, c'est la vision que nous partageons sur ces services fondamentaux de l'environnement. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, chère Sophie Primas, la première responsabilité de l'État actionnaire, elle était à l'égard d'Engie, pas à l'égard de Suez ou à l'égard de Veolia, qui sont des entreprises strictement privées, je le rappelle. Donc nous, notre souhait était de permettre à Engie de se développer, de se recentrer sur ses activités. Chacun sait qu'Engie avait un portefeuille d'activités trop diversifié et qu'il était nécessaire qu'Engie puisse simplifier et clarifier sa stratégie industrielle. Nous avons d'ailleurs veillé aussi à ce que le remplacement, la direction générale d'Engie se fasse dans de bonnes conditions. Madame MacGregor aujourd'hui fait un travail tout à fait remarquable pour préciser cette stratégie d'Engie dans laquelle, je le redis, l'État est actionnaire, donc il a une responsabilité actionnariale. Ce n'est pas le cas pour Suez ou pour Veolia. Ensuite, nous avons fixé un cadre général. Je le redis, j'y suis très attaché. C'est le maintien de la concurrence, c'est la préservation de l'emploi, et c'est la garantie sur les technologies industrielles de pointe, comme vous l'avez dit, qui doit présider au rapprochement entre ces deux entreprises. Est-ce que l'État souhaite intervenir et chercher à rapprocher les deux points de vue? Ma réponse est oui. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Nous l'avons fait au début et nous avons continué à le faire au cours des dernières semaines, puisque j'ai souhaité que le directeur général du Trésor puisse faire une médiation entre les deux parties, Suez et Veolia, discuter avec chacune des deux parties et essayer de rapprocher les deux positions. Et je suis reconnaissant au directeur général du Trésor du travail qu'il a fait, un travail tout à fait remarquable, pour essayer de rapprocher les deux positions. Mais je le redis, l'État n'est pas parti à cette négociation. Il est là simplement pour servir d'arbitre, chercher à rapprocher les positions. Nous progressons, vous venez de l'indiquer. J'espère qu'au bout du compte, la raison l'emportera et que les deux entreprises comprendront que leur intérêt patrimonial, leur intérêt industriel, leur intérêt réputationnel aussi, est de trouver un accord à l'amiable. Mais je vous réponds très clairement, oui, l'État a joué son rôle pour rapprocher les positions entre les deux entreprises. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour 2 minutes maximum. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'appeler à la renaissance d'un véritable ministère de l'Industrie. Un ministère qui est véritablement et exclusivement chargé de concevoir et d'appliquer une stratégie industrielle pour notre pays. Et je me réjouis que nos collègues socialistes soient conscients de la nécessité de conserver le patrimoine industriel français et inscrivent ce débat à l'ordre du jour. Malheureusement, auparavant, beaucoup de gouvernements ont laissé faire des rachats de nos fleurons et la perte progressive d'un précieux savoir-faire industriel. Pour ne citer que quelques-uns, Technip, Arcelor, la perte d'autonomie éclatante de la branche énergique d'Alstom et même une fusion qui était prévue, qui n'a heureusement pas eu lieu, entre Alstom et Siemens. Afin de préserver les emplois et surtout de maintenir les compétences industrielles de notre pays, le gouvernement s'emploie à créer de nouvelles chaînes de valeur et c'est à saluer. Au-delà de ce rôle dans le développement d'une stratégie de long terme, l'État doit être également attentif aux prises de contrôle des entreprises françaises et sauvegarder nos savoir-faire technologiques. Si l'OPA lancée par Veolia et sur Suez aboutissait, elle aurait pour effet de fusionner l'activité internationale de deux champions français. Pourtant, certains exemples de fusion posent le problème des restrictions qui suivent. Au-delà de cette opération, plusieurs questions se posent. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, qu'un rapprochement de ce type mette par principe en péril le patrimoine industriel français? Le gouvernement a-t-il établi une liste des industries à valeur stratégique? Quel est le plan d'action du gouvernement pour les sauvegarder et les développer? Quelle reconquête industrielle?
Quelle articulation avec nos partenaires européens permettrait à notre entreprise de peser suffisamment sur la scène internationale, notamment via des regroupements du type Airbus? Et enfin, quelle solidarité européenne quand nos partenaires polonais achètent des avions de chasse américains ou quand nos partenaires allemands formulent des exigences au sujet du nouvel avion de chasse européen? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le sénateur. Je pense que peu de gouvernements se sont autant employés à protéger notre industrie et protéger nos grandes entreprises industrielles. Quand Ascoval était menacé de fermeture, je me suis battu pendant plus de 2 ans pour garder cette grande usine avec un four électrique, une belle aciérie, ouverte, trouver des repreneurs. Dieu sait que ça a été des montagnes russes avec des espoirs, des déceptions, mais au bout du compte, nous avons sauvé l'aciérie d'Ascoval et les 300 emplois qui vont avec. Lorsque le groupe qui a repris Ascoval et Hayange et d'autres entreprises de l'aciérie en France s'est trouvé confronté à des difficultés financières, lundi dernier, nous avons débloqué 20 millions d'euros de prêts pour permettre à Ascoval de poursuivre son activité. Nous sommes intervenus pour favoriser le rapprochement entre Alstom et Bombardier, qui permet de créer un leader dans le domaine de l'industrie ferroviaire. Je n'ai pas hésité, ce qui peut être surprenant de ma part, à nationaliser les chantiers de l'Atlantique. Et nous avons renoncé au rapprochement avec Fincantieri, de concert avec notre partenaire italien, parce que nous estimions que les conditions n'étaient plus remplies. Lorsque l'acteur canadien Couche-Tard, tout à fait respectable par ailleurs, a voulu racheter Carrefour dans une opération, il me semble, précipitée, je m'y suis opposé. Et je constate aujourd'hui avec plaisir que finalement Carrefour n'était pas en si mauvais état que ça, puisque Carrefour vient de faire une opération tout à fait admirable au Brésil, en rachetant un certain nombre d'actifs au Brésil. J'en félicite la direction de Carrefour, mais c'est bien la preuve qu'il n'y avait aucune raison de céder ce géant de la distribution qui, au passage, était le premier employeur privé français. Donc je crois que nous intervenons à bon escient pour protéger sans cesse les intérêts stratégiques industriels de la nation française. Et que les choses soient bien claires, je n'hésiterai pas à continuer à le faire. Nous le faisons aussi pour être offensifs et créer de nouvelles chaînes de valeur. Parce que c'est ça le grand défi, ce n'est pas simplement de protéger, c'est aussi d'investir et créer de nouvelles chaînes de valeur. Vous citez l'Europe, je rappelle que sur les batteries électriques, sur l'hydrogène, sur le calcul quantique, sur le cloud, nous créons de nouvelles chaînes de valeur européennes. C'est probablement l'un des résultats les plus positifs de la crise dont nous sommes en train de sortir. Merci, monsieur le ministre. La parole est désormais à notre collègue Sophie Taillé-Polian pour 2 minutes maximum. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut s'interroger quand même sur ce qu'a fait l'État dans les mois qui ont précédé, et notamment par rapport au rôle de la Caisse des dépôts et consignations. Ça a été soulevé par mon collègue Gillet. Est-ce que la Caisse des dépôts et consignations a pour vocation de se trouver partie prenante dans cette OPA qui se révèle hostile? Lorsque le conseil d'administration de Veolia, la décision de mener l'OPA s'est prise, c'était à l'unanimité. Et cette position donc de la CDC s'est heurtée à la position de l'Agence de participation de l'État au conseil d'administration d'Engie. Comment interpréter cette incohérence? Ne serait-il pas de la responsabilité aujourd'hui de la CDC? Vous parlez du directeur du Trésor, mais est-ce que la Caisse des dépôts et consignations étant le premier actionnaire de Veolia, quand vous dites Veolia c'est totalement privé, le premier actionnaire c'est quand même la Caisse des dépôts et consignations. Donc n'y a-t-il pas là une voie qui permet aussi à un moment donné de mettre l'intérêt général sur la table, sur le devant de la scène, pour faire en sorte que les choses se passent correctement au bénéfice du service public et au bénéfice des agents, des personnels et des usagers, parce que l'eau et les déchets, c'est quand même essentiel en termes de service public. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre.
Oui, la Caisse des dépôts et consignations a effectivement 6% de participation dans Veolia, mais je rappelle que la Caisse des dépôts et consignations est indépendante. Je ne donne pas d'instruction au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour lui dire « vous faites ceci » ou vous faites cela. Et elle est placée, je le rappelle aussi, sous le contrôle du Parlement. Ensuite, je ne vais pas épiloguer sur un sujet qui relève désormais du droit des affaires et du droit privé. Je redis simplement, mais je ne vais pas le répéter, quitte à vous lasser un trop grand nombre de fois, quelles sont les conditions qui feraient de ce rapprochement un rapprochement utile d'un point de vue industriel pour la nation française. Préserver la concurrence, préserver l'emploi, préserver l'empreinte industrielle. C'est les conditions qui doivent permettre à cette opération de réussir. Et l'autre condition, il me semble nécessaire, c'est que cela se fasse sur la base d'un accord amiable. Personne, je le redis, n'a d'intérêt à engager un conflit ouvert entre deux grands géants industriels. Et je l'ai dit très clairement à la présidente Sophie Primas, nous sommes intervenus pour pacifier les choses, rapprocher les positions des deux parties. Je souhaite maintenant qu'elles écoutent la voix qui n'est pas simplement la voix du ministre de l'économie et des finances, mais qui est la voix des parlementaires, qui est la voix des représentants du peuple français, et je pense la voix très majoritaire de nos compatriotes. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, vous avez 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Alors écoutez, j'ouvre le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, qui constitue, je cite, un grand pôle financier public à l'identité forte et ancrée dans l'histoire, à l'intersection du domaine privé et du secteur public et du secteur privé concurrentiel. Le groupe est entièrement dédié au service de l'intérêt général avec un objectif unique, faire grandir la France. Alors je suppose que le conseil d'administration de la CDC, tout seul dans son coin, ne décide pas ce qu'est l'intérêt général ni l'objectif de faire grandir la France. Je suppose quand même que ça doit être un petit peu en relation avec le gouvernement de la France. Je le pense, et d'ailleurs il y a des parlementaires qui y siègent. En outre, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que quand vous nous dites que vous tirez comme conclusion de cette affaire que finalement, ça prouve que l'État n'a rien à faire dans les conseils d'administration type Engie et autres, et qu'il doit uniquement se concentrer dans les services publics, mais qu'est-ce que donc que la fourniture d'électricité, pas seulement la production, mais la fourniture d'électricité ou l'accès à l'eau, que des services publics? Je crois au contraire qu'on doit réinterroger la place, mais en l'augmentant, de l'État dans ces entreprises. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Julien Bargeton pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 30 août 2020, nous assistons à une bataille fratricide entre les deux géants de traitement de l'eau autour d'un projet de fusion entre Veolia et Suez. Cette bataille est devenue une véritable tragédie grecque à partir du moment où Engie est devenue favorable à l'offre d'achat proposée par Veolia, malgré l'opposition de l'État actionnaire. D'un côté, Veolia qui veut créer en France le super champion mondial pour la transformation écologique, de l'autre Suez, absolument opposé à tout projet de fusion, dans les termes proposés par Veolia, s'alarme pour ses 90 000 collaborateurs, dont 30 000 en France, et évoque une menace de perte d'emploi. En sous-main, des fonds d'investissement gravitent autour des deux géants. Meridian, à proximité de Veolia, qui ne cesse de montrer patte blanche pour rassurer les salariés de Suez, et Ardian et GIP autour de Suez, visant à assurer l'indépendance et l'intégrité du groupe. Entre ces deux géants embarqués dans cette bataille, un grand nombre de communes françaises ne cachent pas leur inquiétude. Ce projet de fusion pourrait en effet concerner toutes les collectivités qui ont délégué la gestion de leur eau à l'un ou à l'autre de ces deux groupes. À ce jour, la situation paraît difficilement conciliable et nous nous acheminons vers des enchères boursières. Pourtant, face à des enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux majeurs, notre État stratège doit conforter son rôle. Alors que la Journée internationale de l'eau était célébrée le 22 mars dernier, qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau salubre, quelle alternative s'offre à nous pour régler une situation complexe, potentiellement préjudiciable en termes d'emploi, mais qui doit apporter une réponse viable aux deux protagonistes et permettre à la France de gagner davantage de visibilité face à des concurrents étrangers toujours plus redoutables? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Encore, monsieur le sénateur Bargeton, je ne vais pas me prononcer sur les offres des uns, les offres des autres. Nous sommes dans une économie où ce sont des acteurs privés qui s'expriment. Et je redis que je ne ménagerai pas mes efforts pour parvenir à concilier les positions des uns et des autres. La vraie question, c'est de savoir s'il y a de l'espace pour
deux grands acteurs industriels, la gestion des déchets et du traitement de l'eau. Et nous, notre réponse est oui, il y a de la place pour ces deux grands acteurs. Est-ce que c'est mieux que d'avoir un seul acteur industriel? Nous considérons qu'avoir de la concurrence, notamment pour les collectivités locales que vous représentez ici, c'est quelque chose, comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, de positif. Ça ouvre des choix, ça ouvre des possibilités pour les collectivités locales auxquelles vous êtes légitimement très attachés. Il y a eu des progrès dans le rapprochement des positions au cours des derniers jours. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Je ne peux pas vous donner de garantie à l'heure où je vous parle que tout cela aboutira à un accord en bonne et due forme entre les deux parties, mais je pense, une fois encore, qu'il est préférable pour tous. Merci. Bon, pas de réplique. La parole à notre collègue Maryse Carrère pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a exactement 1 an aurait dû débuter la privatisation du groupe Aéroports de Paris, conformément aux articles 130 à 136 de la loi Pacte. Après le rejet de cette réforme par le Sénat en 2018, un projet de référendum d'initiative partagée avait été proposé pour la première fois par des parlementaires, recueillant un peu plus d'1 million de signataires. L'ironie de l'histoire veut que ce soit la crise du Covid qui ait enterré ce projet contesté. Après une année de pandémie, ces débats apparaissent anciens. Plus récemment, vous avez, Monsieur le ministre, pris la décision d'empêcher un projet de fusion entre l'entreprise Carrefour et le groupe de supérettes canadienne Couche-Tard. Si le caractère stratégique de cette décision a pu étonner, il est vrai que l'enjeu n'est pas tout à fait négligeable en termes d'emploi, avec plus de 300 000 salariés concernés. Le cas de Veolia-Suez est un peu différent puisqu'il s'agit d'une offre publique d'achat entre 2 entreprises concurrentes, mais françaises, dans un secteur qui intéresse de nombreux acteurs, entreprises, salariés, consommateurs et élus locaux. L'examen de la loi Pacte avait aussi été l'occasion de débattre de la notion d'entreprise stratégique, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle du ministère de l'économie sur les autorisations d'investissement étrangers dans certains secteurs d'activité. Ma question est donc double. À l'aune du présent cas, Veolia-Suez, mais aussi des exemples précités, pourriez-vous repréciser ce que le gouvernement considère ou non comme une entreprise ou un secteur stratégique et où il peut avoir vocation à intervenir? Et deuxième question, dans quelle mesure nos conceptions françaises en la matière peuvent-elles entrer en conflit avec les régulateurs européens? On sait en effet combien la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne peuvent être soucieuses du respect des règles de libre concurrence. Une fusion Veolia-Suez représenterait-elle un risque en la matière? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Oui, Madame la sénatrice, je voudrais revenir une seconde sur le projet de rachat de Carrefour par Couche-Tard. Si cette décision était à reprendre demain, je reprendrais exactement la même. Pourquoi? D'abord, on m'explique que ça n'est pas stratégique. Mais le nucléaire est stratégique. La défense est stratégique. Des technologies de pointe sont stratégiques. Mais notre alimentation est tout aussi stratégique. Le stratégique, ce n'est pas forcément ce qui est loin des gens, ce qui est à distance, ce qui est technologiquement de pointe. Le stratégique, c'est aussi ce qui préserve notre culture, notre manière de vivre, la qualité de notre alimentation, notre sécurité sanitaire. Et c'est bien ce qui est en jeu dans la grande distribution. Car je rappelle que les grands distributeurs français ont créé un modèle dont ils peuvent être fiers d'approvisionnement auprès des filières agricoles françaises. Qui, ici, peut me garantir que le rachat de Couche-Tard de Carrefour aurait préservé les filières agricoles françaises? Est-ce que quelqu'un peut prendre cet engagement et peut prendre cette responsabilité? Moi, je ne le pouvais pas, donc j'ai manifesté mon refus. Est-ce que, par ailleurs, vous pensez que les États-Unis accepteraient que l'un de leurs premiers employeurs privés, par exemple Walmart, se fasse racheter par un grand distributeur français sans coup férir? Probablement non. Et est-ce que vous pensez, enfin, qu'il ne vaut pas mieux respecter les procédures telles qu'elles sont définies par vous-même, c'est-à-dire par le législateur? Il y a un décret sur les investissements étrangers en France. Vous en avez, et nous en avons tous ensemble, élargi le champ d'application. Et toutes les entreprises, toutes, qui veulent faire un investissement en France et qui savent qu'elles touchent à une technologie sensible, une activité qui est critique, elles viennent d'abord discuter avec l'État français pour savoir si cet investissement est bienvenu ou pas. C'est les 275 procédures dont j'ai parlé précédemment.
À partir du moment où un groupe s'affranchit des procédures que vous-même vous avez définies, vous les législateurs, c'est ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances de dire non. Protéger, ça n'est pas un gros mot. Et je constate une fois encore que Carrefour a montré ses capacités de rebond avec l'opération qu'elle vient de lancer au Brésil. J'en félicite la direction de Carrefour, j'en félicite les salariés de Carrefour, car c'est bien la preuve que ce groupe a su se réinventer et a su innover au cours des derniers mois. Chers collègues, vous souhaitez une réplique? Vous avez du temps encore. Non, merci Monsieur le Ministre. Je ne conteste absolument pas le fait que votre démarche sur Carrefour et ce groupe canadien, vous ayez pris cette décision-là. En tout cas, s'il y a bien un secteur stratégique aussi et qu'on peut considérer stratégique, c'est quand il concerne près de 300 000 emplois en France. Et je pense que ça mérite de la protection de la part de l'État. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Fabien Gay pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la question du débat aurait pu être « À quoi joue l'État, ou plutôt l'exécutif, dans l'affaire Suez-Veolia ?» Cela fait maintenant plusieurs mois que nous assistons à une mauvaise partie de Monopoly. Le premier coup de dé, c'était la privatisation d'Engie avec la loi Pacte, qui elle-même va être scindée en deux avec le plan Clamadieu, comme EDF avec le plan Hercule, pour qu'une partie de ces activités soit revendue à Total. Puis, vous avez enchaîné avec la vente des parts de Suez, pourtant stratégique, que possédait Engie à Veolia, qui, grâce à ce cadeau, a pu lancer son OPA hostile. L'enjeu de la partie consiste à gérer la majeure partie de l'or bleu de notre pays, celle des déchets et des services à l'environnement indispensables pour assurer la transition écologique. Comment expliquer ou comment croire que le projet d'absorption de Suez ait pu surprendre par sa rapidité d'exécution l'État, à la fois comme puissance publique et comme actionnaire d'Engie, mais aussi de Veolia, puisque la Caisse des dépôts en est le premier actionnaire. Après Alstom, Nokia, Technip, Engie, General Electric, les chantiers de l'Atlantique, la volonté de privatiser ADP et de casser EDF, c'est aujourd'hui le démantèlement d'un champion français de la transition écologique auquel nous assistons. Il est à noter d'ailleurs que vous avez en horreur les monopoles lorsqu'ils sont publics et que vous organisez la concurrence. En revanche, ça ne vous dérange absolument pas que des monopoles privés se constituent au seul profit des actionnaires et au détriment des usagers, des salariés et des collectivités. Dès lors, la seule question est: quand l'exécutif décidera-t-il d'arrêter la grande braderie afin de permettre à l'État de jouer son rôle de garant de l'intérêt général, de stratège et d'actionnaire? Et en tant que bien commun, l'eau ne devrait-elle pas faire partie des secteurs stratégiques placés en dehors des lois du marché, comme l'avait rappelé le président Macron, pour ainsi œuvrer à la création d'un grand service public de l'eau qui lui soit dédié? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Oui, la grande braderie, monsieur le sénateur, nous coûte cher puisque nous rachetons au contraire un certain nombre d'actifs et que nous prenons des positions. Vous avez cité les chantiers de l'Atlantique. Je rappelle que désormais, les chantiers de l'Atlantique sont à 85% sous contrôle public. Je n'appelle pas ça de la braderie. Sur Ascova et Ayange, nous avons pris des positions aussi pour protéger cette entreprise. Et je pourrais multiplier les exemples dans lesquels les interventions de l'État ont permis de protéger notre outil industriel. Je rappelle simplement aussi que lorsqu'on dégage 330 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour soutenir notre économie, c'est encore la meilleure façon d'éviter la braderie que vous redoutez. Vous avez évoqué EDF, et donc je veux répondre aussi à vos inquiétudes sur ce sujet-là. On voit bien que l'un des défis considérables du point de vue énergétique dans les années à venir, c'est l'électrification des usages. Il faut que nous bénéficions d'électricité à un coût raisonnable, immédiatement disponible. Et EDF a un rôle fondamental à jouer là-dessus. La transformation d'EDF que nous appelons de nos voeux, elle vise simplement à maintenir un prix de l'énergie qui soit suffisamment rentable pour l'entreprise, de façon à ce qu'elle puisse investir. Mais oui, mais cette régulation, je rappelle que si jamais nous n'intervenons pas, à un moment donné, elle s'arrête. Parce qu'il y a des lois, qu'il y a des règlements. Donc nous nous battons pour maintenir cette régulation du prix de l'énergie. Vous devriez nous en être reconnaissants. Nous nous battons pour maintenir l'unité d'EDF, ce grand service public de l'énergie. Vous devriez nous en être reconnaissants. Et nous nous battons pour préserver le nucléaire, car je crois
à l'énergie nucléaire. Je pense que c'est une énergie qui est indispensable pour disposer d'électricité qui soit à un coût raisonnable, faiblement émettrice de CO2 et capable d'alimenter tous les usages qui vont venir, industriels avec l'hydrogène ou privés avec la voiture électrique ou d'autres usages électriques. Nous sommes en négociation avec la Commission européenne sur ce sujet-là. Les négociations continuent à progresser. Vous m'avez interrogé pour savoir si je suis prêt à recevoir les syndicats d'EDF pour discuter avec eux de nos propositions. Ma porte est toujours ouverte. Je recevrai les syndicats d'EDF avec la ministre de la Transition écologique dans les jours qui viennent pour expliquer aux syndicats quelles sont nos intentions et nos ambitions pour EDF, écouter leurs critiques, écouter leurs propositions et bâtir ensemble le meilleur projet possible pour EDF. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Moga pour l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes attachés à la constitution de champions nationaux et européens afin de peser sur la compétition internationale. C'est d'ailleurs le principal argument utilisé par les promoteurs de la fusion entre des entreprises numéro 1 et numéro 2 du secteur du retraitement des déchets et de l'eau. Toutefois, une éventualité n'est que peu évoquée ou documentée, celle consistant à un veto de la part des autorités de concurrence européennes qui auront à traiter cette affaire. De manière similaire au veto mis pour la fusion Alstom-Siemens en février 2019, il est rare que de tels mariages entre deux acteurs déjà champions dans un domaine soient autorisés. Or, 3 arguments allant dans ce sens pourraient être pris en compte. Premièrement, l'exigence de désinvestissement pour qu'une telle fusion se réalise, ce qui réduirait d'autant sa pertinence. Deuxièmement, et certains de mes collègues l'ont évoqué, le fait que les parties prenantes, au premier rang desquelles figurent les collectivités territoriales, soulignent à raison les bienfaits de la concurrence en termes de prix et de qualité de service. Troisièmement, les inquiétudes en termes d'emploi, de valeur et les bienfaits potentiellement surestimés d'une croissance par la taille critique, par l'innovation et la signature de nouveaux marchés pour 2 acteurs tricolores complémentaires sur la scène internationale. Alors que l'idée défendue par la France d'une réforme du règlement européen des concentrations n'est pas à l'ordre du jour, alors que la méfiance européenne des grands groupes est d'actualité, comme le démontre le cas d'EDF, où en êtes-vous, Monsieur le Ministre, de vos discussions? Partagez-vous les inquiétudes d'un éventuel veto européen? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le sénateur, vous m'interrogez en fait sur 2 questions liées mais différentes. D'abord sur la concurrence et le maintien de la concurrence entre Veolia et Suez. Je le redis, nous sommes attachés au maintien de la concurrence. Ce projet de rapprochement pose des difficultés du point de vue de la concurrence, en tout cas peut en poser. J'ai eu l'occasion d'en parler avec la commissaire européenne en charge de la concurrence, Madame Vestager, et je continuerai à discuter avec elle des sujets de concurrence que pose le projet de Veolia par rapport à Suez. Et ne l'oublions pas, c'est au bout du compte la Commission européenne qui donnera ou non son feu vert à cette opération. Il est donc légitime que je sois en contact régulier avec la Commission européenne sur ce point, puisque vous tous ici avez appelé justement au maintien d'une saine concurrence dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau. Vous pouvez compter donc sur ma mobilisation et ma très grande attention avec la Commission européenne sur ce sujet. Ensuite, l'autre sujet plus global, c'est le maintien d'un cadre concurrentiel qui soit adapté à la réalité de la situation économique mondiale. C'est des demandes que nous avons faites avec mon homologue allemand Peter Altmaier il y a quelques mois à l'occasion du projet de fusion entre Siemens et Alstom, pour dire qu'il fallait un cadre plus global sur les marchés pertinents et une analyse à la fois mondiale et dynamique des marchés. Donc nous continuons à défendre cette nouvelle approche sur le droit de la concurrence en Europe. Il est aujourd'hui plus pertinent d'avoir une approche des marchés au niveau mondial plutôt qu'une approche locale.
Et il est plus pertinent d'avoir une approche dynamique qu'avoir une approche statique, surtout quand on voit la rapidité avec laquelle nos concurrents étrangers peuvent monter en gamme et monter en puissance. Donc nous continuerons à défendre ces 2 points auprès de la Commission européenne. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à notre collègue Rachid Temal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 7 mois maintenant, le capitalisme à la française se déchire par médias interposés devant les tribunaux. Depuis 7 mois maintenant, les salariés de Suez et Veolia sont inquiets pour leur avenir. Depuis 7 mois maintenant, les collectivités qui doivent renouveler leurs contrats s'interrogent. Depuis 7 mois maintenant, l'image des 2 champions français s'abîme sur la scène internationale. Depuis 7 mois, finalement, seuls les banquiers d'affaires et les avocats se frottent les mains. Il faut désormais en sortir de cette crise collectivement. Aussi, cet après-midi, je vous propose modestement une solution de sortie de crise. Demandons aux salariés de Suez, via son intersyndicale, de construire et de soumettre publiquement un cahier des charges aux actionnaires actuels et futurs. Ce cahier des charges porterait notamment sur les garanties sociales et sur les effectifs, la participation des salariés au capital de l'entreprise, l'investissement dans les activités et dans les métiers de demain, la présence d'actifs en France et à l'international permettant d'assurer la pérennité et le développement du futur groupe Suez, des activités sur tout le territoire, le partenariat avec les collectivités et le service aux usagers, ainsi que la création d'une fiducie garantissant la tenue des engagements. Cette démarche publique, tournée vers l'avenir, qui serait garantie par le Parlement et l'État, est donc sur la table. Aussi, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à soutenir publiquement cette démarche de cahier des charges et de rassemblement ? Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le sénateur, c'est une démarche qui est assez proche de la nôtre, dans le fond, puisque ce que je vous présente depuis le début de notre débat, c'est bien un cahier des charges. Cahier des charges qui vise à faire de cette opération un succès et pas un déchirement entre 2 grandes entreprises françaises. Maintien de la concurrence, préservation des emplois, préservation de l'empreinte industrielle. Voilà le cahier des charges que nous proposons. Donc je pense que nos positions sont assez proches. Elles rejoignent aussi, je crois, les préoccupations des salariés de Suez, qui l'ont exprimé à plusieurs reprises. Maintenant, c'est à ces 2 entreprises, qui, je le rappelle, sont des entreprises privées, de se saisir de ce cadre global et d'en faire un atout. Merci. Monsieur Temal, il vous reste 1 minute à peu près. Bien sûr. Monsieur le Ministre, il y a une différence entre votre proposition et la mienne. La différence, c'est que depuis maintenant 7 mois, malheureusement, le rôle de l'État est apparu assez abscon, et depuis 7 mois, votre voix n'est plus audible. Ce que je vous propose, à la différence entre vous et moi, la seconde, c'est que je propose que ce soit les salariés eux-mêmes qui rédigent le cahier des charges, et que vous, en tant qu'État, nous, en tant que parlementaires, nous puissions les garantir, les accompagner. Donc je renouvelle, nous n'avons pas la même proposition, pas la même démarche, et donc si vous nous dites que vous êtes d'accord avec le cahier des charges, je vous propose d'ailleurs de vous soumettre cela et que nous pourrons donc avancer dans l'intérêt des salariés de Suez et de Veolia, si vous en êtes d'accord. Bien, merci, chers collègues. La parole est désormais à notre collègue Alain Cadec pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, gaulliste, canal historique, vous me connaissez, Monsieur le Ministre. Je suis attaché au principe de l'intervention de la puissance publique quand il s'agit de défendre l'intérêt de la nation et de ce qui reste de son patrimoine industriel. Nous avons là 2 champions européens dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets, qui, dans le cadre d'une juste concurrence, assurent à nos collectivités de pouvoir les mettre en compétition pour leur délégation de services publics. Aujourd'hui, Veolia lance une OPA hostile sur le groupe Suez, après avoir racheté 29% du capital de cette société à Engie, avec la bénédiction du gouvernement, ne vous en déplaise. On nous explique que ce rachat déboucherait sur la création d'un champion mondial dans le domaine. Ne serait-il pas plus pertinent de garder 2 champions nationaux, voire européens, ce que propose d'ailleurs Suez, dans une solution qui serait négociée? Rappelez-vous, Monsieur le Ministre, des soi-disant champions européens ou mondiaux que nous devions créer avec le rapprochement d'Alstom et de General Electric, ou encore d'Alcatel et de Nokia, soutenus à l'époque par notre président de la République, alors ministre. On sait ce qu'il en est advenu. À cette logique de fusion-absorption systématique, je préfère la saine concurrence, qui renforce la créativité, l'innovation et l'investissement massif en recherche et développement. Je ne prendrai que 2 exemples. Comment contester le statut de leader
des groupes LVMH et Kering? Comment contester le statut de leader des groupes EDF et Engie, pourtant concurrents en France? Monsieur le ministre, je crains qu'en termes de vision stratégique économique pour notre pays, le gouvernement suive la même pente que pour la gestion de la crise sanitaire. Improvisation, changement erratique et absence de cap. Comment expliquer aux Français que l'État n'intervient pas dans la cession des parts qu'Engie possédait dans Suez, ouvrant la porte à la fusion entre les deux sociétés, et que vous réclamiez ensuite le maintien des deux leaders, la protection de l'emploi et la préservation intégrale de la concurrence? Toujours le en même temps. Où est l'État stratège? Monsieur le ministre, une bonne fois pour toutes, quelle est votre position sur ce dossier? Bien, merci, cher collègue. Monsieur le ministre. De gaulliste à gaulliste, Monsieur Cadec, nous défendons la même position. C'est la préservation d'une concurrence entre deux champions industriels français. Je l'ai dit depuis le début de ce débat, je pense que c'est la bonne option. C'est celle qui permettra de préserver la concurrence, celle qui permettra de préserver le plus grand nombre d'emplois et celle qui permettra aussi de créer la compétition nécessaire, y compris du point de vue des technologies et des usages. Donc vous voyez que nous nous rejoignons sur ce point. Sur la stratégie de l'État, je pense qu'elle est extraordinairement claire. Garantir la reconquête industrielle du pays. Nous sommes la seule majorité depuis des années à avoir réussi à recréer des emplois industriels dans notre pays. Favoriser des rapprochements lorsqu'ils sont pertinents et qu'ils donnent des résultats, notamment sur les technologies critiques. On l'a fait par exemple sur les microprocesseurs avec STMicro, qui est une très belle entreprise franco-italienne qui fonctionne très bien. On l'a fait dans d'autres domaines, celui de l'optique avec EssilorLuxottica. C'est un rapprochement qui fonctionne remarquablement bien et que nous soutenons. On vient de le voir avec Alstom Bombardier, qui est la preuve que dans ces secteurs du transport ferroviaire, nous avons des atouts qui sont absolument considérables. Donc lorsque nous pouvons consolider, renforcer nos positions, nous le faisons. C'est un des éléments clés de la stratégie. Quand il faut s'opposer, parce qu'on estime qu'il y a des technologies clés qui sont en jeu, nous le faisons aussi, mais sans aucune hésitation. J'ai cité plusieurs exemples au cours du débat, j'en rajouterai juste un. C'est la cession de Photonis à un leader américain, parfaitement respectable par ailleurs, et qui est un partenaire régulier de la France. Mais nous avons estimé qu'en matière de vision nocturne, Photonis était un élément stratégique. Avec la ministre des Armées, Florence Parly, nous nous sommes opposés à la cession de Photonis. Donc c'est le deuxième volet de la stratégie, refuser la cession de technologies lorsque nous estimons qu'elles appartiennent à la souveraineté nationale. Et le troisième élément de la stratégie, je le redis, je l'ai dit dans mon intervention liminaire, c'est favoriser l'investissement, la recherche, l'innovation, parce que c'est encore ça qui permet le mieux à nos industriels de réussir. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Paul Prince pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Le projet d'OPA de Veolia sur Suez, s'il venait à être concrétisé, risquerait d'avoir des conséquences pour de nombreuses collectivités dans leur délégation de services publics d'eau et d'assainissement. Une telle fusion aurait de nombreuses conséquences sur le plan économique. Elle pourrait en premier lieu avoir des retombées positives. En particulier, les économies d'échelle qui en résulteraient pourraient faire baisser le coût des prestations effectuées par l'entreprise unique ainsi créée. Mais je redoute que ce soit l'inverse qui se produise dans notre pays. En effet, de par leur taille et leur niveau de compétence dans ce domaine, Veolia et Suez sont des candidats incontournables à ces délégations, et bien souvent les seuls. Mon inquiétude est la fusion de ces deux entreprises mette fin à une saine concurrence dont profitaient jusqu'ici de nombreuses collectivités et au final l'abonné local. Une entreprise géante en situation de monopole aurait un pouvoir de marché très fort, trop fort pour de nombreuses collectivités délégataires dont elle serait le seul co-contractant possible, et ma crainte est que la création de ce géant mondial se traduise pour elle et nos concitoyens par une augmentation des prix. Diverses pistes assez contradictoires ont d'ores et déjà été évoquées pour éviter cette situation. Veolia a récemment proposé de céder les actions françaises de Suez en cas de fusion. Après avoir déclaré avoir reçu des offres d'acquisition de ses activités françaises dans le domaine de l'eau et des déchets,
Suez a annoncé il y a quelques jours avoir rendu incessibles par le biais d'une fondation ses deux principales sociétés d'eau en France jusqu'en 2024. Veolia a alors annoncé saisir la justice. Au milieu de cette bataille juridique, financière, boursière, l'État paraît adopter une position de simple observateur et le brouillard est total pour de nombreuses collectivités délégataires. Je suis sûr que vous êtes, monsieur le ministre, parfaitement au fait de ces enjeux. Je souhaiterais savoir quelle est la position de l'État sur cette question particulièrement sensible pour les collectivités de notre pays. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, si nous avons fait des efforts de rapprochement des positions des deux entreprises, c'est précisément parce que nous sommes conscients des enjeux en termes de concurrence, de prix pour les collectivités locales, d'accès à ces services. Donc je partage totalement l'analyse qui est la vôtre. Je considère qu'il est mieux de garder cette concurrence, que c'est pour cela que nous sommes intervenus, même s'il s'agit de deux entreprises privées. Derrière, il y a des enjeux qui sont des enjeux publics, qui sont l'accès à l'eau, l'accès à la gestion des déchets, et que de ce point de vue-là, il est mieux, il est plus sain de garder une concurrence entre les deux acteurs. Je rappelle également qu'au-delà de la médiation dont j'ai parlé à la présidente Sophie Primas, nous avons engagé un dialogue avec la Commission européenne, qui est chargée de l'examen au titre du droit de la concurrence de cette opération. Et je redis qu'in fine, c'est bien la Commission européenne qui donnera son feu vert ou non à cette opération du point de vue du droit de la concurrence. C'est la raison pour laquelle je suis en contact régulier avec la commissaire Margrethe Vestager sur ce sujet comme sur d'autres. Merci, monsieur le ministre. La parole à notre collègue Viviane Artigalas pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de fusion Veolia-Suez inquiète à juste titre les élus locaux, ça vient d'être dit, qui redoutent la création d'une situation de monopole sur la gestion de l'eau et des déchets, premier poste de dépense des collectivités locales. Certes, le PDG de Veolia rappelait qu'une superposition des activités eau de Veolia et de Suez serait impossible. Aussi, pour éviter cet écueil aux yeux des autorités de la concurrence, le rapprochement des deux entreprises permettrait de créer une nouvelle entité rassemblant l'ensemble des activités eau de Suez, ce qui en ferait le 3e opérateur mondial de la gestion de l'eau. L'autre inquiétude concerne la préservation des emplois d'ingénierie et des sièges. Mais Veolia soutient qu'en plus de conserver les 2 masses salariales, l'entreprise continuera d'embaucher. On nous présente donc un projet qui semble fournir toutes les garanties demandées. Pas de situation de monopole, pas de suppression d'emplois et même l'obligation pour les parties prenantes de s'engager devant les parlementaires qui auront un droit de contrôle et de sanction sur les engagements non tenus. Cependant, les élus locaux ne paraissent pas rassurés par ces déclarations faites par le PDG de Veolia. En effet, la situation de concurrence actuelle leur permet d'obtenir des conditions de contractualisation favorables face à un groupe unique en situation de monopole, ce qui adviendrait si la fusion avec Suez aboutissait. Les élus craignent d'être désavantagés et de voir leur marge de manœuvre fortement réduite. Or, compte tenu d'un contexte budgétaire extrêmement contraint que subissent les collectivités depuis déjà plusieurs années, le fait qu'un monopole s'exerce sur les marchés de l'eau et des déchets risquerait de gréver encore davantage leur budget de fonctionnement. Monsieur le ministre, comment l'État stratège entend-il répondre concrètement à ces 2 légitimes inquiétudes et intervenir dans ce dossier afin de garantir à la fois une saine concurrence dans les territoires et le maintien des emplois existants ? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Mais je suis désolé de risquer de vous ennuyer par la répétition des mêmes propos. Mais sans rentrer dans le détail des questions que vous posez, qui une fois encore relèvent du droit des affaires, donc qui m'empêchent d'aller plus loin dans les réponses que je pourrais vous faire. Ce que je veux fixer avec vous aujourd'hui, c'est le cadre de la discussion. Et toutes les questions que vous avez soulevées reviennent quasiment toutes à 2 questions fondamentales sur lesquelles je crois qu'il y a un accord global qui se dégage. La première, c'est qu'il vaut mieux avoir une seule entreprise qui concentre l'intégralité de l'offre en matière de gestion des déchets et de l'eau. La réponse est unanimement non. Vous voulez de la concurrence. Et nous voulons aussi de la concurrence. Je pense qu'elle est saine, je pense qu'elle est nécessaire, notamment pour les collectivités locales. La deuxième grande question que vous posez tous, et auquel je crois que nous apportons tous très majoritairement la même réponse, c'est faut-il que cette opération se fasse par une opération inamicale, hostile, ou au contraire par une entente entre les 2 groupes ?
Je crois que nous sommes tous ici unanimement favorables à ce qu'il y ait un accord qui soit trouvé entre les deux groupes sur une base amiable. Et je souhaite que les propos que nous avons tous tenus ici à l'occasion de ce débat, qui est un débat particulièrement utile, soient transmis aux présidents des deux groupes pour leur dire « trouvez un terrain d'accord entre vous ». Parce que l'image que cela renvoie pour l'industrie française, l'image que cela renvoie pour la place de Paris n'est pas une image positive. Chers collègues, vous avez 38 secondes. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je vois bien, oui, que nous avons tous cette volonté de maintenir cette saine concurrence. Simplement, vous nous renvoyez à des moyens qui ne sont pas sûrs. Or, les élus locaux, ils ont besoin de garanties fiables. Plus un groupe est vaste, moins la concurrence peut s'exercer sainement. L'État doit vraiment intervenir sur ce point. Vous devez avoir des moyens de pression sur ces deux PDG qui restent sur leur position, tous les deux. Nous avons bien vu que des précédents projets de fusion et de rachat, une fois réalisés, ont pu générer de très mauvaises surprises. Ça a déjà aussi été dit. Enfin, sur la question du maintien des emplois, il est urgent que l'État demande à Veolia de présenter rapidement les conséquences de son projet sur les sites de production, territoire par territoire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à notre collègue Gilbert Favreau. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans un pays fortement centralisé comme la France, la question du rôle de l'État actionnaire se pose forcément. Après une alternance au XXe siècle de périodes de forte nationalisation et de périodes de privatisation, le portefeuille des entreprises à participation publique reste important. Mais l'actualité récente montre que l'État n'a pas toujours été efficace dans son rôle de protecteur du patrimoine économique et industriel de la France. On peut citer, sans être exhaustif, son rôle récent dans quelques-unes des principales entreprises cotées en bourse, le Crédit Lyonnais, les ASF, Gaz de France, France Télécom et plus récemment Alstom. Alors que le rôle de l'État consiste traditionnellement soit à accompagner le développement des filières stratégiques, soit à sauver les fleurons de l'industrie française, l'affaire Suez-Veolia doit nous interroger. Monsieur le ministre, de votre propre aveu, vous avez été vacciné avec Suez-Veolia contre la participation de l'État au capital des entreprises. C'est une déclaration que vous avez faite à un journaliste du Figaro. Mais cela ne vous a pas immunisé contre la tentation des interventions de l'État. Et l'exemple le plus récent en est l'affaire Couche-Tard-Carrefour. Mais dans cette affaire, l'État semble avoir été beaucoup plus efficace, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, tout simplement menacé d'utiliser le décret sur les investissements en France. Dans ces conditions, ne doit-on pas se demander si l'État doit rester l'État actionnaire et conserver toutes les participations qu'il a actuellement? N'aurait-il pas intérêt à revoir sa stratégie dans deux directions complémentaires? D'une part, en usant du pouvoir de l'État régalien pour infléchir certaines décisions. C'est ce qui a été fait dans le cas de l'affaire Carrefour. D'autre part, en réorientant tout ou partie de ses participations dans des domaines qui détermineront l'avenir des Français. Je pense à la santé et naturellement au laboratoire Sanofi. Je pense aux nouvelles technologies et à la maîtrise de la 5G par Huawei. Et je pense enfin à toutes les technologies qui permettraient d'améliorer notre environnement. La question vous est posée, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre. Oui, je suis très heureux, monsieur le sénateur, que nous puissions avoir ce débat au-delà de l'affaire Suez-Veolia sur la place de l'État dans l'économie. C'est un sujet de débat majeur. Il a été encore renforcé par la crise économique où l'État a joué un rôle de protection comme il n'avait pas joué depuis des décennies. Mais au moment où nous sortirons de cette crise économique, je crois qu'il est très important de définir clairement, devant nos compatriotes, ce que nous attendons de l'État dans l'économie. Pour moi, je le redis, il a trois fonctions essentielles qui rejoignent les propos que vous avez tenus. Le premier rôle, c'est un rôle de protection. L'État est là pour protéger. Il est là pour protéger l'ordre public économique. Et lorsqu'on voit que l'ordre public économique n'est pas respecté, l'État est là pour dire le droit et faire respecter l'ordre public économique, notamment pour les plus fragiles et notamment pour les salariés. Protéger, c'est, je le redis, protéger notre nation contre les investissements de pillage.
Les investissements qui ne sont là que pour récupérer nos technologies, nos start-up, nos savoir-faire sur lesquels nous avons investi depuis des décennies ne sont pas les bienvenus. C'est des investissements durables, créateurs d'emplois et créateurs de richesses qui sont les bienvenus en France et qui font de notre nation la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Sa deuxième responsabilité, je le redis, ça répond aussi à d'autres questions qui m'ont été posées, c'est de garantir la pérennité et la solidité de services publics qui font partie de notre culture économique et qui sont une fierté pour notre nation. Nous avons dégagé dans le plan de relance 20 milliards d'euros pour les entreprises publiques. Nous avons aidé Air France, nous avons aidé Renault, nous avons aidé et nous continuerons à aider la SNCF. 4,5 milliards d'euros, ça fait partie des premières sommes qui ont été décaissées pour la SNCF dans le cadre du plan de relance. Nous croyons aux services publics et nous les soutenons. Et la troisième responsabilité, vous venez de l'indiquer, je crois que c'est absolument majeur, c'est le développement de nouvelles filières industrielles qui ne seraient pas rentables sans le soutien de l'État. Si l'État ne soutient pas le développement de batteries électriques, il n'y aura pas de batteries électriques et nous continuerons à dépendre de la Chine et de l'Asie. Si l'État ne soutient pas le développement de semi-conducteurs chez ST Micro ou ailleurs, il n'y aura pas de développement de semi-conducteurs parce que l'investissement coûte trop cher et il n'est pas rentable. Si nous ne soutenons pas massivement le développement de la filière hydrogène, vu le coût de l'hydrogène aujourd'hui, aucun acteur privé n'ira tout seul parce qu'il ne sera pas rentable dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. Donc il faut le soutien de l'État pour développer cette nouvelle filière industrielle. Et je me réjouis que nous développions davantage en un an de filières industrielles en France et en Europe que tout ce que nous avons fait depuis 20 ans. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est désormais à Stéphane Sautarel pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que des entreprises veuillent conduire des stratégies de croissance et de développement, qu'un grand groupe veuille devenir le champion mondial des services dans le domaine de l'environnement, quoi de plus normal? Mais l'État actionnaire, l'État régulateur, l'État stratège, tel que vous venez encore de le redéfinir et dont je partage les orientations, a un rôle à jouer et une place à tenir pour veiller à l'équilibre et à la durabilité de telles opérations. Cette OPA amicale devenue hostile et très médiatisée n'est aujourd'hui possible que suite au rachat par Veolia des 30% de capital que possédait Engie dans Suez en octobre dernier. Or, Engie, on l'a dit, a pour principal actionnaire l'État. L'État semble donc pour le moins ne pas s'être opposé au projet de Veolia. Il semble donc être favorable à la création de ce géant mondial des services de l'environnement dans des conditions de concurrence que vous nous avez précisées. Sur le fond, cette opération interroge et je ne crois pas pour ma part aux arguments développés quant à la taille, car nous sommes dans un domaine économique qui ne présente pas de rendement croissant. Je crains même que l'ambition internationale ne s'exerce au détriment du marché français et que cela surenchérisse le prix de l'eau et des déchets pour nos collectivités et nos concitoyens. Monsieur le ministre, pourquoi accepte-t-on encore les OPA hostiles dans notre pays? Elles sont pratiquement absentes aux USA et dans les pays du nord de l'Europe. Hormis la fusion BNP-Paribas en France, elles ont presque toujours échoué. Il suffirait de prendre en compte non l'intérêt des seuls actionnaires, mais celui de l'entreprise, l'intérêt social de l'entreprise pour dépasser ces situations. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, qu'un encadrement renforcé des OPA hostiles pour réconcilier les Français et l'entreprise, mais aussi pour reconquérir notre souveraineté nationale, serait nécessaire? Peut-on imaginer une juridiction indépendante qui veille au respect de l'intérêt social de l'entreprise? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Moi, je partage votre raisonnement, monsieur le sénateur, sur la concurrence, et je n'ai cessé de le dire depuis le début de notre débat. La taille n'est pas un gage de succès dans tous les secteurs économiques. Et penser de manière un peu courte qu'il suffit de rassembler à chaque fois les acteurs pour qu'ils soient toujours plus gros, toujours plus importants, pour que ça garantisse le succès de cette entreprise, ça peut être vrai dans certains secteurs, ça n'est pas forcément dans d'autres. Et dans le domaine de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, comme vous venez de l'indiquer, je ne suis pas certain que ce soit la voie la plus pertinente. Et qu'en revanche, maintenir une concurrence, notamment pour que les collectivités locales puissent avoir des choix, me semble une voie plus pertinente. Est-ce que c'est possible entre Veolia et Suez? Oui. Est-ce qu'un partage des activités raisonnable et satisfaisant pour les deux entreprises est possible? Oui. Est-ce qu'il suffit de bonne volonté pour y arriver? Oui. Que les acteurs fassent preuve de cette bonne volonté, et je suis convaincu qu'ils pourront y arriver.
Il y a d'autres secteurs, en revanche, où, en raison des économies d'échelle, des secteurs qui sont très capitalistiques, je pense à l'industrie automobile, où là, les consolidations sont nécessaires. Parce que, vu le prix des plateformes, la nécessité d'investir dans le véhicule électrique, de renouveler complètement les chaînes de production, d'avoir de la recherche sur le véhicule autonome, il est indispensable de consolider le secteur. Et de ce point de vue-là, le rapprochement entre PSA et FCA et la création de Stellantis est une très bonne nouvelle pour la France et pour l'Italie, et une très bonne nouvelle pour l'Europe, car nous créons un champion mondial qui va permettre d'amortir des coûts très élevés avec une entreprise qui sera plus solide industriellement, technologiquement et financièrement. Enfin, sur le caractère hostile de l'opération, je le redis une nouvelle fois, je ne pense pas que ce soit l'image que nous voulons donner de notre économie, de nos industriels, de nos entreprises, et je pense que nous sortirions tous grandis à voir une opération qui se fasse de manière amicale plutôt que de manière hostile. Monsieur Sautarel. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éléments, mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question sur le fait d'outiller davantage l'État pour ne pas compter seulement sur la bonne intention des acteurs. La loi Pacte que vous avez voulue et que j'ai suivie et soutenue avant de devenir parlementaire, avec un regard passionné sur les espoirs qu'elle pouvait faire naître, sur l'évolution de notre rapport à l'entreprise en particulier, notamment à partir des travaux de la commission présidée par Jean-Dominique Sénard, alors encore auvergnat, et Nicole Notat, la loi Pacte ne devrait-elle pas éviter justement ce type de situation ? On le voit, le chemin vers la société de mission, vers la raison d'être de l'entreprise, par-delà sa profitabilité, est encore long. L'actualité nous le montre dans d'autres dossiers. Je pense qu'on pourrait aller plus loin dans ce sens. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole à notre collègue Édouard Courtial. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le rachat de Suez par Veolia est souvent présenté, à raison d'ailleurs, comme la bataille de l'eau. En effet, cette opération est susceptible d'avoir des conséquences importantes et très directes pour nos concitoyens, mais aussi pour les élus locaux qui gèrent la ressource et suscite à ce titre des préoccupations bien légitimes auxquelles l'État doit répondre, au besoin en prenant toutes ses responsabilités. Elle s'exprime notamment à l'occasion de la cession éventuelle par Veolia de la branche eau de Suez au fonds d'investissement Meridiam, afin de garantir la poursuite d'une véritable concurrence. En effet, il est impossible d'avoir demain qu'un seul géant de l'eau en France, sachant que les deux entreprises, Veolia et Suez, sont déjà pratiquement en situation de duopole sur ce secteur, le troisième acteur, le groupe SOR, étant bien plus petit. Or, au terme de ces différentes auditions conduites conjointement par la Commission des affaires économiques et celle du développement durable, qui suivent ce dossier avec constance et précision, Suez doute de la capacité de ce fonds à maintenir et à développer les savoir-faire de Suez et donc à exercer une pression concurrentielle pourtant promise. Car soyons clairs, Meridiam n'est pas spécialisé dans le secteur de l'eau. Le fonds d'investissement réoriente certes ses actifs vers les activités relatives au développement durable, mais quelle est la capacité d'un fonds qui gère 8 milliards d'actifs à absorber Suez Eau, dont le chiffre d'affaires est de plus de 2 milliards d'euros ? Écrasé par les dettes, sera-t-il contraint de désinvestir in fine presque la totalité de ce qu'il aura acheté ? Monsieur le ministre, quelle garantie avez-vous obtenue de la part de ce fonds d'investissement ? Car par cette opération, nous savons ce que nous perdons, 2 champions internationaux français, sans connaître précisément ce que nous gagnons. À l'État, actionnaire minoritaire d'influence via Engie, de s'en assurer afin d'éviter toute mauvaise surprise, comme cela a pu être le cas par le passé à l'occasion de cessions malheureuses. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur, cher Édouard Courtial, d'abord merci pour la qualité des travaux qui ont été conduits par la Commission des affaires économiques sur le sujet. Nous l'avons suivi évidemment de près et j'en remercie la présidente Sophie Primas. Nous ne rentrons pas aujourd'hui dans le détail des négociations. Il y a des propositions qui sont faites par des fonds, par des acteurs financiers. Tant que les choses ne sont pas stabilisées, je pense qu'il ne serait pas responsable de prendre position pour les uns, pour les autres. La seule chose que je souhaite, c'est fixer le cadre global, et je pense que ce débat aide grandement à fixer le cadre global. Une opération qui doit être amicale et pas une opération hostile. Une opération qui doit préserver la concurrence entre les acteurs, et vous l'avez rappelé, c'est absolument essentiel pour les collectivités locales. Une opération qui ne porte pas atteinte à l'emploi sur nos territoires, parce qu'on sait que dès qu'il y a rapprochement, a fortiori fusion, il y a un risque pour l'emploi sur les territoires,
et une option qui garde, comme ça a été rappelé par un certain nombre d'entre vous, les qualités technologiques et industrielles de ces deux grands groupes industriels. Sur cette base-là, nous examinerons les différentes propositions. Je le redis, c'est des acteurs privés, c'est à eux de trouver l'accord, mais cet accord, aujourd'hui, je considère qu'il reste possible. Monsieur Courtial, non. Donc, dernière question de cette série, notre collègue Jean-Baptiste Blanc, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors pardon pour une question répétitive, mais j'ai l'impression que nous voulons tous tellement la même chose, c'est une sortie de crise, que je me permettrai de répéter certaines positions. Alors en fait, Monsieur le Ministre, vous êtes bien conscient que depuis 6 mois, que c'est plus de 6 mois que cette affaire a commencé et que les 2 fleurons français s'écharpent pour avoir de presse devant les tribunaux. Cette guerre intestine ne peut plus durer tant elle les fragilise, outre le caractère assez indécent du spectacle qui nous offre. Et effectivement, en tant qu'élus de la nation, nous ne pouvons pas détourner le regard et laisser cette situation en l'état. On a tous le devoir de peser pour qu'ils se parlent, qu'ils échangent et qu'on trouve une solution. L'enjeu, on l'a tous dit, est colossal. Il y a d'abord l'enjeu de l'eau. Le 22 mars dernier, on a fêté la Journée mondiale de l'eau. Il rappelait que c'était une denrée extrêmement précieuse. L'enjeu de l'emploi, on l'a tous dit, je ne vais pas m'y attarder, si ce n'est qu'on peut quand même rappeler que l'effet de taille ne s'impose pas comme une évidence, on l'a tous compris. Et évidemment, il faut aussi rester très vigilant pour cette situation de quasi-monopole sur ce secteur qui pourrait découler de cette situation, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence significative éventuellement et que donc nos concitoyens et nos collectivités locales en deviennent les victimes. On n'a vraiment pas été convaincus, Monsieur le Ministre, par Meridiam. Alors, on ne veut pas parler de Meridiam cet après-midi, mais en commission des affaires économiques, quand on les interroge sur les délégations de services publics, le devenir des contrats publics, des marchés publics pour nos collectivités locales, ils ne nous ont pas rassurés du tout. Or, l'eau et le déchet sont effectivement particulièrement stratégiques. Et il y a une connaissance historique des réseaux de la part des opérateurs dont on ne peut pas se passer de toute évidence. Alors, Monsieur le Ministre, véritablement, il faut les aider à trouver cet accord hautement stratégique pour notre pays. Il faut un État médiateur de la République, même si l'État n'est pas strictement parti, on a bien compris, rien ne l'en empêche. Juste encore un effort, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Nous allons faire cet effort, Monsieur le Sénateur, cher Jean-Baptiste Blanc, parce que je pense qu'il est utile que, même si nous rencontrons, on pourrait dire, certaines réticences, pour ne pas dire davantage, de la part d'acteurs qui sont parfois bloqués sur leur position de départ et qui ont un peu de mal à trouver la voie du dialogue, de l'entente, peut-être qu'ils n'ont pas la même pratique que celle que nous avons tous ici du dialogue et du compromis, mais je pense qu'elle est nécessaire, cette voie-là, pour notre industrie, pour ces 2 acteurs industriels, pour les salariés qui sont derrière, auxquels je pense, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les salariés de Suez qui se disent « mais qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et que notre responsabilité à tous, c'est justement de rassurer ces salariés, de leur donner des perspectives et de leur garantir que l'opération peut se faire de manière amiable. Je vais aussi profiter de la dernière question du sénateur Jean-Baptiste Blanc pour vous remercier d'avoir organisé ce débat, parce que je pense qu'il permet de définir une position qui nous rassemble tous sur la nécessité d'une opération amiable et sur la nécessité de préserver la concurrence sur la question de la gestion de l'eau et du traitement des déchets. Et je ne saurais trop vous dire à quel point les auditions que vous avez menées et que vous continuerez de mener sont aussi extrêmement utiles pour savoir quelles sont exactement les intentions des acteurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, quelles sont leurs intentions de long terme, quels sont leurs projets industriels, qu'est-ce qu'ils souhaitent sur l'empreinte industrielle, sur l'emploi, sur la concurrence. Tout ça est absolument indispensable. Donc je ne terminerai que par un seul mot, qui est un grand merci aux sénatrices et aux sénateurs ce soir. Monsieur Blanc, vous voulez ajouter un mot? C'est bon. Donc pour conclure ce débat, la parole est à Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, au terme de ce débat proposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain, il me revient de conclure en tirant les enseignements des arguments développés.
Comme cela a été dit, le silence assourdissant du Gouvernement tout au long des développements de l'affaire Veolia-Suez ne manque pas de nous interroger. Il s'agit d'entreprises françaises, leaders sur la gestion de biens communs comme l'eau, qu'elles ont contribué à développer, capables toutes deux d'œuvrer aussi avec excellence dans les domaines qui dessinent le monde de demain. Plus largement, la question que pose cette affaire et d'autres qui ont déjà défrayé la chronique, souvent quand il était trop tard pour les salariés et les territoires alors concernés, c'est de savoir quel rôle l'État français doit jouer auprès des entreprises françaises qui évoluent dans une économie de marché ouverte à la mondialisation, qu'il s'agisse pour l'État de patrimoine industriel dont il est pour partie le détenteur ou d'actifs considérés comme stratégiques sans qu'il en soit propriétaire. Quels sont aujourd'hui, hors situation de crise comme celle que nous vivons, les enjeux qui justifient que l'État prenne part au capital d'une entreprise et à quel niveau, ou qu'il use de son influence à propos d'actifs stratégiques? De notre débat, il ressort que les enjeux à prendre en compte sont relatifs à l'emploi et à ses conséquences territoriales, à l'impact environnemental et à la soutenabilité du secteur économique concerné, à la compétitivité des entreprises dans un monde où les chaînes de valeur ont été décomposées à l'extrême, rendant souvent difficile leur relocalisation. Surplombant ces trois enjeux, la souveraineté nationale doit être notre boussole en permanence. Et ce concept de souveraineté nationale doit être précisé par l'exécutif, débattu et évalué par le Parlement, peut-être, monsieur le ministre, dans le cadre d'une loi-cadre ou d'orientation. L'affaire Veolia-Suez présente à l'évidence des enjeux sociaux, économiques et environnementaux considérables pour notre pays. Or, depuis la sortie d'Engie du capital de Suez, qui a très vite suivi la non-reconduction de Mme Kocher et l'enclenchement de l'OPA hostile de Veolia, c'est silence radio ou presque de la part du Gouvernement. Monsieur le ministre, quelle est la position du Gouvernement à propos de ces deux grandes entreprises et de leurs actifs que nous considérons comme stratégiques compte tenu de leur impact au plan national et international? Vous y avez répondu. Le Gouvernement considère-t-il que l'entrée au capital de Suez de fonds de pension américains avides de rendements élevés et rapides est un gage de consolidation du capital et de stabilité à long terme pour les développements futurs? Quels sont les objectifs et les déterminants de la politique actionnariale et d'influence de l'État français pour les entreprises françaises à fort enjeu? Quel sens mettez-vous dans le concept d'État stratège auquel, monsieur le ministre, vous vous référez souvent? Vous ne pouvez pas invoquer le principe de la concurrence ou de la liberté des acteurs quand il y va de l'intérêt général, des territoires par exemple. Sans parler, mais c'est essentiel, on le sait plus encore en 2021 qu'en 2019, de la souveraineté nationale en matière industrielle, qu'il s'agisse de santé, de climat, d'énergie, de défense, d'alimentation, et je rajouterai de culture, tant la question démocratique en dépend de plus en plus par l'entremise du numérique. Pour chacun de ces domaines, dans le cadre de politiques publiques de long terme, clairement explicitées et débattues, évaluées in itinéré, le Parlement a un rôle éminent à jouer. Dans un monde en évolution rapide et profonde, au-delà des moments de crise médiatisés à propos de telle ou telle entreprise en difficulté ou du vote du compte d'affectation spéciale relatif aux participations financières de l'État, dont nous ne cessons de dire, de loi de finances à loi de finances, qu'il est très réducteur et peu clair, nous devons, nous parlementaires, engager avec les gouvernements un dialogue régulier basé sur l'intérêt général national, donc le temps long et à l'aune des enjeux d'emploi, de compétitivité et de soutenabilité que j'évoquais il y a quelques instants. Nous en sommes loin. Le gouvernement, les gouvernements, doivent prendre leurs responsabilités et cesser de s'abriter derrière le fait accompli ou le non-dit qui laisse place à toutes sortes d'interprétations. Il faut se le dire, il n'y aura pas de développement soutenable et donc demain de planète Terre vivable pour nos enfants s'il ne s'instaure pas un autre rapport au temps, à la durée. Cela donne une responsabilité majeure aux États censés être les garants du temps long. Le gouvernement ne peut se comporter en banquier d'affaires seulement. Si dans l'opinion et chez les élus, les choix du gouvernement semblent reposer sur des arrière-pensées non assumées, c'est l'intérêt national qui a toujours une dimension locale qui est amoindrie. Et ça, dans une démocratie républicaine comme la nôtre, c'est inacceptable.
Il est grand temps que le gouvernement français donne consistance à son concept d'État stratège, qu'il discute et explicite sa politique publique actionnariale et d'influence économique. Une planification stratégique adaptée aux temps nouveaux devrait en résulter. Je ne crois pas me tromper en disant que la Chambre haute est prête à y apporter sa contribution. Elle vient de le démontrer. Ce débat de contrôle l'a donc amplement démontré et je remercie tous les groupes qui se sont exprimés.